Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux à cet événement de clôture, donc, où on va vous présenter l'avancement de ce projet qui a duré donc maintenant 2 ans au sein de l'École centrale de Nantes. Je vais tout d'abord, pour les personnes qui ne sont pas habituées au webinaire Zoom, je vais vous présenter un petit peu l'outil. Donc, en bas de votre écran, vous aurez un onglet questions et réponses dans lequel vous pourrez nous écrire des questions tout au long du webinaire et auxquelles on pourra répondre soit à l'écrit, soit à l'oral. Et aussi, vous avez un onglet discussion. Donc, par ailleurs, vous n'avez pas accès au micro, donc vos microphones ont été tous désactivés par défaut. Donc, je pense que c'est à peu près tout pour le fonctionnement de Zoom. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez un souci technique, on y répondra. Donc voilà, alors avant de commencer, je vais laisser la parole à la direction, à monsieur Jean-Baptiste Avrillier qui est là, et il y a également Émilie Poisson, directrice adjointe de l'École centrale de Nantes, qui nous a rejoint. Donc je vais laisser monsieur Avrillier nous faire le mot pour passer le mot pour le début de ce webinaire. Et voilà. Merci beaucoup. Écoutez, je suis très, très content d'introduire cette session. Donc, on arrive à la fin de la deuxième génération, on va dire, de l'option neutralité carbone, puisque vous savez que l'année dernière, c'était donc vraiment sur le bilan carbone et cette année sur les suites qui peuvent être données, les outils qui peuvent être développés. Donc, vous verrez ça. Donc, d'abord, félicitations à tous les étudiants qui ont participé cette année, également à ceux qui avaient participé l'année dernière. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous. Et puis, vous redire que c'est une option qui est très importante, qui correspond à un engagement très fort de l'école en faveur du développement durable. Et l'engagement, ça vise à faire des choses concrètes et à avancer concrètement. Donc déjà, pour pouvoir avancer, il faut savoir où on en est. Donc la partie bilan carbone a été très importante pour ça, pour identifier les principaux sujets de travail. Et puis le travail de cette année va nous permettre d'avancer encore plus, à la fois sur l'automatisation, le renouvellement du bilan, et puis sur les différentes mesures qui peuvent être prises. Donc on est vraiment content de pouvoir compter sur vous pour avancer dans ce domaine-là, pour faire avancer l'école et pour faire avancer aussi la formation, votre formation sur ces sujets-là qui, je n'en doute pas, sera très utile pour vous dans la suite de votre parcours professionnel. Je vous remercie beaucoup et encore une fois, merci à vous, monsieur Jean-Baptiste Avrillier et Émilie Poisson d'être venus à cet événement de clôture. Donc, sans plus tarder, nous allons attaquer avec la présentation des résultats et des outils qui ont été développés au cours de cette année. Et donc pour cela, il y a plusieurs personnes de l'option qui vont nous parler. Donc, tout d'abord, Thomas, Paul, Marie, puis Clément. Donc, je vais laisser la parole à Thomas qui va nous présenter les résultats du bilan carbone de 2019 et ainsi que la comparaison avec les résultats de 2018. Bonjour à tous. Donc, pour ma part, je vais vous présenter le volet réactualisation du bilan carbone. Donc, la méthodologie qu'on a employée, c'est celle qui est préconisée par l'ADEME, donc à savoir l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc, un bilan carbone, ça consiste à recenser et comptabiliser l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui sont causées par les activités d'une organisation. C'est donc un indicateur clé de l'impact sur le réchauffement climatique. Donc, ces émissions de gaz à effet de serre elles peuvent être divisées en 3 catégories ou 3 scopes. Les scopes 1 et 2 correspondent à des émissions qui sont plutôt directes et le scope 3 des émissions plutôt indirectes. Alors, il faut savoir que pour une organisation comme l'École centrale, il y a une obligation légale de réaliser un bilan carbone de scope 1 et 2 tous les 4 ans. Mais on a décidé d'inclure le 3e scope dans notre étude de réactualisation, car les études qui avaient été menées les années précédentes, elles ont montré que les 2 premiers scopes étaient largement minoritaires devant le 3e. Donc notre démarche de réactualisation, elle a consisté à collecter donc, les données relatives aux activités de l'école auprès des différents services, de les transformer, de les adapter pour pouvoir leur appliquer des facteurs d'émission issus de la base carbone de l'ADEME,
qui nous permettait donc de calculer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, les activités de l'école centrale ont généré au cours de l'année 2019 7928 tonnes de CO2 équivalent. La première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, les scopes 1 et 2 sont largement minoritaires dans le bilan carbone, puisqu'ils n'en représentent qu'à peine 6%. Et ensuite, on peut distinguer 3 postes d'émissions majoritaires, les produits et services, avec près de 48%, les déplacements, 22%, et les constructions ou les bâtiments, avec 11% du bilan carbone. Je vais juste faire une petite remarque sur les produits et services. Donc, c'est des achats. Et le calcul de ces émissions-là est basé sur des regroupements de données comptables. Donc, d'une part, on a peu de lisibilité sur l'origine des émissions, puisque les données comptables sont relativement détachées des dépenses qui ont concrètement été effectuées. Et d'autre part, ça génère une forte incertitude, puisqu'on a été obligé d'utiliser des facteurs d'émissions monétaires pour les calculs. Alors, l'intérêt de ce volet de réactualisation sur le projet, il est double. D'une part, ça permet d'améliorer la méthode de calcul du bilan carbone, tant en incertitude qu'en exhaustivité. Et d'autre part, elle permet d'amorcer un premier suivi des émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est un suivi, effectivement, est nécessaire si on veut commencer à mettre en place des actions pour réduire les émissions de l'école centrale. Alors, je disais que on avait réussi à améliorer la méthode de calcul du bilan carbone. Et on a par exemple repris les données des activités de l'école centrale sur l'année 2018. Et en leur appliquant la méthode que nous avons mise au point cette année, nous avons trouvé un bilan carbone donc bien supérieur à celui qui avait été calculé avec la méthode des étudiants de l'option de l'année passée. On note que le bilan carbone entre 2018 et 2019, il a baissé, mais c'est comme on a assez peu de recul sur la catégorie qui a principalement augmenté, à savoir donc, les produits et services, on ne peut pas vraiment conclure s'il y a réellement une politique, si c'est vraiment le fruit d'actions qui ont été menées à l'école centrale. Alors, une fois qu'on a ce bilan carbone, on a essayé de le ramener aux usagers de l'école. Alors, pour ça, on a distingué 4 catégories d'usagers, donc les étudiants, les doctorants, les enseignants et personnels de recherche, et les autres personnels. Donc, il peut s'agir de personnel administratif ou technique. Ainsi, pour chaque émission de gaz à effet de serre que nous avons identifiée, nous l'avons réparti entre chacun de ces profils types. Et le chiffre qui est à retenir de tout ça, c'est que quand on divise tout ça par les effectifs des usagers de centrale, on arrive à la valeur de 3,16 tonnes de CO2 équivalent par usager de l'école centrale. Et il peut être intéressant de mettre ce chiffre au regard de l'objectif des 2 tonnes de CO2 équivalent annuels, qui ont été énoncés par la COP21 dans le cadre des accords de Paris pour limiter l'impact du réchauffement climatique. Donc on voit que cet objectif est déjà dépassé par la seule part des activités professionnelles. Mais une fois qu'on a ce chiffre, il faut essayer d'aller au-delà et de décomposer les émissions de chaque profil type pour essayer d'identifier les postes d'émissions prépondérants et pouvoir proposer des actions qui sont adaptées à chacun de ces profils types. Donc, par exemple, on pourrait bien voir que pour les étudiants, il y a peut-être des efforts à faire en termes de déplacement. De manière générale, on voit aussi qu'il y a des postes d'émission comme les constructions ou les produits et services qui prennent une part conséquente du bilan carbone de chaque profil type, sur lesquels on peut difficilement imaginer avoir une action individuelle, mais c'est à mettre en parallèle avec le rapport Faire sa part de Carbone 4 qui énonçait qu'effectivement, à peine 40% des émissions de gaz à effet de serre d'un individu relevaient de choix individuels et n'étaient pas la conséquence d'un cadre systémique ou de décisions collectives. Donc, puisque je parlais de la mise en place d'actions pour réduire le bilan carbone, il est nécessaire de mettre en place un suivi et une reconduction de ce dernier. Et donc, c'est Paul et Marie qui vont aborder ces aspects-là. Merci Thomas.
Bonjour à toutes et à tous. Nous, on va parler donc de la manière dont on a fait l'acquisition des données qui sont donc nécessaires au calcul du bilan carbone, ainsi que des outils qui ont été développés dans le but d'automatiser le calcul du bilan carbone. Donc, quoi est-ce qu'on entend par automatiser? C'est simplifier les démarches qui permettent d'aboutir au calcul du bilan carbone, et donc en fait de permettre de le faire beaucoup plus facilement chaque année, Donc, en ce qui concerne les objectifs qui sont liés à ce sujet, le premier, c'est d'éviter en fait d'avoir à réitérer le démarchage des différents services de l'école, puisqu'en fait, ça fait 2 années consécutives que le groupe Projet Neutralité Carbone travaille et collabore avec les services pour justement récupérer toutes ces données dont il a besoin pour faire le calcul du bilan carbone. Et donc, puisque maintenant, ces services avec qui on a collaboré, ils sont familiers finalement avec notre démarche, ce serait bien qu'il n'y ait pas chaque année plusieurs personnes qui passent des mois finalement à récolter toujours les mêmes données. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de fournir un outil de calcul automatique et qui sera évolutif. Puisqu'en effet, donc là, c'est un événement de clôture qu'on vous présente. Donc, il faut qu'à notre départ, les outils qu'on propose, ils puissent durer et donc ils puissent être évolutifs. Et donc, puisque les activités de l'école pourraient être amenées à changer, eh bien, ça va engendrer de nouveaux types d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en faire disparaître d'autres. Et il est important que notre outil puisse se mettre à jour et continuer de vivre en fait avec le campus. Et enfin, si un certain nombre de procédures vont être automatisées, eh ben, ça va permettre de dégager du temps pour étudier, mettre en place diverses actions qui auront pour but de diminuer concrètement l'empreinte carbone de l'ECN. Et donc, comment est-ce qu'on fait en pratique pour récolter des données? On a plusieurs outils qui ont été développés. Le premier, c'est une application web sur laquelle les services vont pouvoir rentrer des données dans des formulaires ou encore déposer des fichiers Excel. Et donc, toutes les données stockées, elles seront centralisées dans une base de données qui va ensuite faire un calcul pour faire le calcul du bilan carbone. Aussi, en ce qui concerne les émissions qui sont relatives au déplacement et à la consommation de nourriture, eh bien, il y a des sondages qui ont été transmis aux différents utilisateurs de l'ECN, aux différents acteurs de l'école, et ça continuera à être le cas pour ce qui concerne les déplacements et la consommation de nourriture. Et les résultats nous permettent de faire des calculs d'émissions aussi à ce niveau-là. Et enfin, le capteur vélo via voiture, c'est un capteur donc, qui sera installé au portail de l'établissement et qui va nous permettre d'affiner les données relatives à tout ce qui concerne les déplacements entre le lieu de domicile et le lieu de travail. Donc maintenant, je vais me pencher un peu plus sur l'application web. En fait, l'application web, il y aura un certain nombre de formulaires. Là, j'en ai mis quelques exemples, mais il y en a plus. Et en fait, l'ensemble des formulaires recouvre entièrement le spectre des émissions de gaz à effet de serre de l'école. Donc là, il y a par exemple des formulaires sur la consommation énergétique de l'école ou encore sur les déchets. Et moi, j'ai choisi ensuite, pour la suite, ce que je vais vous présenter, de prendre le cas de l'exemple des formulaires liés au bâtiment. Mais en fait, c'est un choix complètement arbitraire puisque les fonctionnalités des différents types de formulaires sont les mêmes. Donc, j'aurais pu prendre un autre, mais j'ai pris bâtiment. Donc, on voit sur l'application web qu'on a accès à une interface où sont stockées toutes les données qui ont été renseignées par année, évidemment, parce qu'un bilan carbone, son périmètre d'étude, c'est une année. Et on voit aussi différents types de bâtiments. Donc là, j'en ai affiché un, c'est par exemple établissement d'enseignement, structure en béton. Ensuite, je vous montre rapidement aussi l'interface pour renseigner les formulaires. Il y a un certain nombre de données à remplir et on voit qu'on retrouve tous ces types de bâtiments dans un menu déroulant. Et encore une fois, établissement d'enseignement, structure en béton, le même type et d'autres. Enfin, toutes ces données sont aussi stockées évidemment dans la base de données et tout est centralisé, comme je l'avais dit avant, et on retrouve encore une fois les mêmes types de bâtiments. Et en fait, si j'ai autant insisté sur les types de bâtiments, et en fait, j'aurais insisté sur les types de fluides frigorigènes si mon exemple n'avait pas porté sur les bâtiments, mais sur la consommation de fluides. Donc, si j'insiste autant sur ces types de bâtiments, c'est parce que c'est c'est les différents types qui induisent différents types d'émissions de gaz à effet de serre.
Et donc, en fait, si on s'intéresse à l'automatisation du bilan carbone et au caractère évolutif de l'outil, eh bien, il faut que l'on puisse être capable de prendre en compte de nouvelles catégories d'émissions. Donc, je vais m'expliquer. On continue sur l'exemple des bâtiments. Et donc, si on considère par exemple que l'établissement devait construire un garage en béton et que il se trouve qu'aujourd'hui, dans notre outil, ce genre de bâtiment n'est pas pris en compte et il faudrait que ce soit le cas. Et donc, il faudrait mettre à jour l'outil avec des nouvelles données qui concernent ces nouveaux bâtiments. Donc là, on a, par exemple, dans le carré vert, on voit que des données qui sont, par exemple, issues de l'ADEME dont parlait Thomas tout à l'heure. Un autre cas, c'est qu'il y a des données qui peuvent être archivées et qui peuvent devenir obsolètes. Donc, c'est le cas dans le carré violet juste en dessous, où en fait, l'ADEME souvent fait de nouvelles études et archive un certain nombre de données pour les mettre à jour avec d'autres. Et il est aussi important que l'outil puisse se mettre à jour par rapport aux nouvelles données. Et donc, pour terminer, avec un exemple concret, on peut imaginer qu'il y ait une donnée que l'on considère chez nous, dans notre base de données, comme obsolète. Et dans ce cas-là, il va falloir, comme on le voit dans le petit carré rouge, la mettre archivée, donc le archivé état 1, et qu'on pourrait la remplacer par un nouveau type de données qui est représenté par le deuxième carré rouge. Et donc là, c'est complètement hypothétique, mais j'ai imaginé que cette autre donnée, elle ne serait pas issue de l'ADEME, mais que ça aurait été un groupe, un projet d'un groupe d'étudiants de l'option Ficité, parce que c'est l'option qui traite de l'habitat et de l'ingénierie urbaine, et donc c'est adapté au bâtiment, et qui aurait donc remplacé cette donnée. Et on voit tout en bas, à côté de la flèche verte, que la ligne archivée a disparu par rapport à la dernière fois et que la nouvelle est apparue. Donc, c'est en ça que l'outil est évolutif. En changeant les données, on peut faire évoluer et le faire vivre avec le campus, faire vivre l'outil avec le campus. Et enfin, dans les formulaires web, on peut aussi afficher des documents, téléverser des documents. C'est le cas de fichiers Excel qui seront traités. Et ça, c'est Marie qui vous en parlera. Merci Paul. Donc, pour ma part, je vais vous parler donc de ce formulaire-là à travers un exemple et également des sondages qu'on a pu mener et vous parler plus en détail de la base de données qu'on a mis en place au sein de l'école. Donc, pour revenir sur les formulaires web, certains services ont trop de données à rentrer et certains services ne peuvent. On a demandé à certains services excusez-moi, pardon. Pour certains services, le nombre de données à collecter est trop important et donc on a décidé de mettre en place un document qui permette d'abord de centraliser toutes ces données-là en amont avant de les transmettre à la base de données. Donc pour ce faire, on a mis en place on a adapté des fichiers de travail qui étaient déjà présents dans les services. Donc par exemple ici, pour le formulaire pour la direction des relations internationales, où on a rajouté une colonne sur le moyen de transport le moyen de transport lors des mobilités et une autre colonne pour obtenir des informations sur la distance jusqu'à l'université partenaire. Donc, ce type de formulaire est à la fois utile pour nous pour collecter toutes les données et également c'est le fichier de travail qui répond aux besoins du service. Ce type de document-là est également mis en place pour collecter les données sur les déplacements professionnels des personnels. Donc, en plus des émissions de ces deux types de formulaires, nous avons également pu acquérir des données via des sondages, notamment sur les habitudes de déplacement et les habitudes alimentaires des usagers de Centrale Nantes. Donc, leur exploitation s'est faite via un code Python qui a permis notamment de catégoriser les résultats par profil type et bien sûr de faire le transfert de ces données-là vers la base de données dans laquelle où il y avait une table réservée au stockage des émissions, des données des sondages. Donc, vous l'aurez compris, toutes les données qu'on a demandées au service sont centralisées dans une base de données qui est hébergée par un serveur de l'école qui nous a été fourni par la direction des services informatiques.
Donc, rapidement, dans cette base de données, on va retrouver des tables temporaires qui vont stocker toutes les données brutes collectées via les formulaires, des tables qui vont référencer toutes les émissions, toutes les catégories d'émissions qu'on a pu recenser sur le campus, et enfin des tables réservées pour le stockage des résultats. Donc concrètement, on va avoir une donnée brute, on va l'associer à une émission et à un facteur d'émission dans une table dédiée. Et à partir de celle-ci, on va pouvoir calculer le bilan carbone à l'aide de procédures. Donc ces procédures, il y a plusieurs procédures possibles. On peut obtenir la valeur pour une émission en particulier et à une date donnée grâce à son identifiant. Et on obtient ainsi une valeur en tonnes équivalent CO2. Mais on peut également utiliser ces procédures dans un souci d'automatisation du calcul pour compléter entièrement la table de résultats. Et donc ici, vous avez les résultats par poste pour l'année 2018. Les procédures permettent également de calculer les incertitudes qui y sont associées. Donc, pour conclure, aujourd'hui, la base de données, elle va permettre de centraliser toutes les informations utiles au calcul du bilan carbone et également de faciliter l'accès aux résultats. Cependant, on pourrait mettre en place un système de connexion entre un logiciel de visualisation et les tables de résultats afin de pouvoir suivre l'évolution de l'empreinte carbone du campus et donc mieux la piloter. De même, on peut envisager une connexion entre les outils qu'on a développés cette année durant notre option et notamment relier le simulateur d'empreinte carbone pour obtenir de nouvelles informations sur l'empreinte carbone personnelle des usagers. Mais je vais laisser la parole à Clément qui va donc vous expliquer plus en détail le fonctionnement de ces outils. Je vais partager mon écran. Bonjour à tous. Alors effectivement, durant cette année, on a eu l'occasion de développer 2 outils et 2 simulateurs pour accompagner Centrale Nantes et les usagers de l'école dans leur transition. Donc le premier, c'est un simulateur d'empreinte carbone individuelle. Donc l'enjeu de ce simulateur, il est double. Le premier, c'est de permettre aux usagers de l'école d'identifier les secteurs sur lesquels ils peuvent agir et donc de passer à l'action à titre personnel. Mais comme le disait Marie, l'enjeu il est également de pouvoir permettre de sauvegarder des données relatives aux habitudes alimentaires et aux habitudes de déplacement domicile-travail, par exemple, qui aujourd'hui sont faites à l'aide de sondages. Et donc, c'est un petit peu contraignant parfois de remplir les sondages. Donc, on se dit que ça peut être aussi une manière de récolter les données. Donc, c'est un simulateur qui s'appuie qui est basé sur un simulateur national. Donc, en fait, c'est un outil qui est open source. Le simulateur national, ça s'appelle Nogest Climat également. Et il vous sera présenté juste après lors de la table ronde, puisqu'on accueille des représentants de ABC, donc Association Bilan Carbone et Datagir, qui sont à l'origine de ce simulateur. Donc, cette démarche, on inscrit notre démarche dans celle du libre parce qu'on veut que le simulateur et notre déclinaison soient réutilisés dans d'autres écoles et qu'il y a un engouement qui se crée autour des simulateurs campus. Donc, pour développer ce simulateur, on a eu la chance d'avoir un panel de testeurs, donc environ 40 personnes, qui nous ont aidés pour améliorer le simulateur tout au long des différentes versions qu'on a proposées. Donc aujourd'hui, on va vous en présenter une à travers une démonstration et on vous mettra le lien en fin de conférence. Le point final de cette démarche, ça a été la publication d'un article scientifique. Enfin, aujourd'hui, il est encore en train d'être révisé, mais on est content parce que ça va permettre d'apporter une vision et une dimension internationale à la démarche et avoir des avis plus extérieurs au projet. Donc, je vais essayer normalement de vous partager une petite vidéo de démonstration. Donc, le simulateur, comme vous pouvez le voir, les questions sont réparties en plusieurs catégories, donc transport, alimentation, associatif et numérique. On commence par poser une question sur le profil dont vous faites partie. Donc ici, l'utilisateur choisit doctorant. Donc, il y a une partie de votre empreinte carbone en fait, qui est liée à votre profil et qui est fixe, qui est en fait liée à l'utilisation des bâtiments, le chauffage, donc, par exemple, et les achats.
on voit qu'elle n'apparaît pas pour l'instant dans le résultat provisoire parce qu'on a choisi de le mettre à la fin. Donc là, vous pouvez voir juste en dessous des questions, donc il y a les résultats provisoires qui s'affichent en temps réel en fonction des réponses aux questions. Donc c'est très interactif et ça permet de voir l'impact direct des différentes actions qu'on peut avoir et des réponses aux questions. Donc les questions, l'avantage de cette déclinaison, c'est qu'on peut poser des questions précises puisque le périmètre est plus petit que le périmètre du national, par exemple, et ça permet d'aller plus loin dans la démarche. Ici, par exemple, l'utilisateur remplit les déplacements professionnels qu'il le fait durant l'année, et donc on a rempli ici qu'il fait 4 allers-retours Nantes-Marseille. La deuxième chose qui est importante, c'est le périmètre d'études. On choisit ici de limiter le périmètre aux actions liées à Centrale Nantes. Donc, par exemple, juste la question avant sur l'alimentation, on répond seulement pour les 5 repas qu'on prend dans la semaine, les 5 repas de notre semaine professionnelle. Donc, sur la fin de la simulation, on va arriver sur un panneau d'affichage qui nous donne le résultat complet de notre simulation. Et dans un deuxième temps, on va nous demander si on souhaite ou non participer aux données statistiques en partageant notre simulation. Donc, c'est la pop-up que vous venez de voir. Donc, c'est anonyme. Donc, voilà. Et la deuxième chose importante, c'est qu'on peut passer à l'action. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est content de mettre en place et qui est voué à être développé plus tard parce que on peut avoir des actions du style privilégier le train au lieu de l'avion pour les déplacements professionnels. Donc, on se souvient du déplacement Nantes-Marseille qui pourrait être remplacé par le train au lieu de l'avion. Donc, on a directement l'action quantifiée en temps réel. Et donc, on a un aspect de sensibilisation qui est plus important. Donc, voilà pour le premier outil que je rappelle, on partagera en fin de conférence aujourd'hui. Le deuxième outil qu'on a décidé de développer, il est complémentaire au premier. Donc là, on est sur un simulateur plus global qui met en avant des trajectoires collectives, à l'inverse du premier simulateur qui est plutôt individuel. Donc on s'est basé également sur un simulateur open source qui a été développé au niveau national par l'équipe de développeurs de Pascal Besson qui intervient juste dans la table ronde également après. Et le modèle de calcul derrière, il a été développé par BL Evolution. Donc pareil, Guillaume sera là juste après. Donc, ce simulateur-là, c'est aussi open source. Donc, dans l'idée, c'est aussi pour que ce soit accessible par d'autres universités. Donc, on est vraiment sur une démarche de visualisation et de sensibilisation sur les trajectoires bas carbone et l'influence qu'auraient les leviers d'action qu'on met en place en 2030. Et donc, c'est quantifié. On va passer tout de suite à une petite démonstration. Donc là, sur cette démo, vous pouvez voir à gauche la partie indicateurs avec répartis en différents secteurs où on a répertorié tous les indicateurs et donc quantifié tous les indicateurs qui sont leviers d'action finalement pour l'école. Et sur la droite, on a la partie résultats qui va être mise à jour en temps réel en fonction des résultats que l'on choisit. Je mets l'accent sur les différents indicateurs numériques de résultats qu'on a mis. Par exemple, la température. Donc, la température, l'indicateur de température que vous voyez là, c'est la hausse moyenne mondiale en 2100 si toutes les organisations réduisaient leurs émissions à l'image de Centrale Nantes. Donc, si toutes les organisations réduisaient de la même manière dans le monde, on serait à ce moment même plus 2,97. Et donc, grâce à cet indicateur-là, on peut voir plus précisément l'influence des actions qu'on souhaite mettre en place sur le climat en 2100. Donc, on a décidé de mettre aussi des graphes qui permettent de visualiser l'influence des indicateurs sur la droite, avec en noir, en pointillé, une courbe d'objectifs. Donc, ces objectifs, ils sont basés sur la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, qui en France préconise des objectifs de réduction pour différents secteurs qu'on a adaptés à l'école. Donc voilà pour l'instant la démarche qu'on a mis en place et c'est voué à être changé. Et si à travers les tests, on voit que ce n'est pas optimal. En tout cas, cette version-là, elle n'est pas encore disponible parce qu'on va passer prochainement dans une phase de test. Donc, n'hésitez pas si vous voulez participer et contribuer à l'image du simulateur Nogest Climat à nous contacter
pour faire partie du panel testeur de ce simulateur, ce sera avec plaisir. Donc voilà pour les simulateurs. Merci. Merci beaucoup Clément. Alors, donc, je pense que cette présentation était très complète pour à la fois les résultats, les outils pour l'automatisation et les outils de sensibilisation. À présent, donc, comme l'a dit Clément, on va passer à une table ronde avec Datagir, ABC, Émissions Climat. On va aborder comment les outils que nous avons développés et comment leurs outils sont censés initier une prise de conscience à la fois individuelle et collective pour qu'ensemble, on réduise l'impact carbone, notre impact carbone personnel et l'impact carbone au sein des universités, des établissements d'enseignement supérieur.